C'est bon? Bon, eh bien, bonjour à tous. Je fais exprès de parler de manière inclusive. J'espère qu'en tant que spectatrice, aujourd'hui, vous allez apprendre des choses. Et notamment, le sujet du jour, c'est les femmes dans vos équipes tech. Pourquoi vous ne les attirerez et ne les retiendrez pas? Je m'arrête ici pour le moment inclusif, mais c'est juste pour vous donner le ton de ce qui va se passer. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux, petit spoiler alerte, petits avertissements pour grands changements. Évidemment, j'attends pas d'insultes, pas de mépris sur le sujet, parce que ça peut être quelque peu clivant. Pas de misandrie. Alors la misandrie, si vous ne savez pas ce que c'est la haine des hommes. Ce ne sera pas du tout le cas dans ce talk. Non, on va par contre comprendre ensemble ce que c'est la misogynie et puis la culture patriarcale. Et en troisième point, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va rester en cohésion pour changer le game. Est-ce que vous êtes partants? Eh bien, c'est parfait. Let's go. Hop. Alors, la structure du Tool in Action, donc notre agenda en 30 minutes, on va apprendre ce que c'est, donc l'habitus, après une courte présentation, le statu quo et aussi la révolution, la résistance au changement et la courbe du deuil, et aussi l'action d'attraction des femmes et des actions de rétention des femmes, parce que c'est tout l'objet du talk. Alors, être femme en 2022, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est être une femme à filtre. Ce que j'appelle filtre, ce sont des domaines d'intersection. C'est-à-dire que dans le courant de pensée féministe inclusif, les femmes peuvent être à la fois trans, peuvent être noires, peuvent être blanches, peuvent être handicapées, peuvent cumuler plusieurs filtres comme ça. Et ça, c'est partout dans la société. Et c'est vraiment pas moins vrai dans la tech. Elles peuvent être aussi LGBT. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle tout simplement parce que moi-même, je suis une femme racisée. Je m'appelle Marcie Erika Charolois, je suis ouvertement racisée et ouvertement LGBT. Ce que je fais aujourd'hui, j'anime une communauté de recruteurs spécialisés dans l'IT, à l'école du recrutement, donc ce que vous voyez là, LEDR. Je travaille aussi à mon compte, dans ma boîte qui s'appelle Merci Marcie. N'y voyez absolument pas d'ego, c'est juste que c'était une petite raillerie que j'ai eue très souvent quand j'étais petite, et du coup, c'est pour la blague, et vu qu'on me le dit forcément en fin de mission, c'est toujours sympa de rebondir dessus. Je travaille également pour la Grande École du Numérique, que vous connaissez certainement. J'ai organisé une session de podcast sur des profils en reconversion et des profils féminins. Et j'ai travaillé aussi sur la ligne éditoriale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est quoi? C'est une start-up qui est spécialisée dans la parentalité et l'égalité femmes-hommes. J'ai rédigé en 2 ans pour eux un total de 96 articles. Alors, aussi, et pourquoi je suis là? J'ai été pendant 2 ans et demi chez We Love Dev. Je ne sais pas si vous connaissez, mais We Love Dev, en fait, c'est une plateforme de recrutement IT et médias qui veut mettre en avant comment les développeurs sont heureux. Moi, j'arrive là-dedans, je vous ai dit, je suis ouvertement racisée, je suis ouvertement LGBT, et en plus, je suis en reconversion, parce que je ne suis pas du tout dans l'IT de base, même si j'ai baigné dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui se passe en plus de ça? C'est que je suis la première femme à être recrutée dans l'équipe. Et donc, je passe de chargée de com à rédactrice en chef. 2 effets. Je me rends compte qu'il y a un groupe plus ou moins identique de développeurs, donc surtout des hommes, qui ressortent du même niveau d'études, qui ont le même domaine d'intersection, donc je ne veux pas la refaire, mais bon, bref, des hommes blancs, hétéros, cisgenres. Et de l'autre côté, un groupe très hétérogène, issu de reconversion. Maman, femme racisée, femme LGBT, trans, maman solo. Enfin bref, voilà, tout un domaine d'intersection, et je me dis comment je fais pour faire cohabiter ces 2 audiences sur une seule et même ligne éditoriale. Et c'est là tout l'enjeu. Il faut que je comprenne moi-même, et c'est là où ça va vous demander aussi de comprendre ce qu'est l'habitus. L'habitus, en fait, c'est quelque chose qui a été théorisé par Pierre Bourdieu, et il explique en fait que c'est un système de préférence et un style de vie particulier à chacun qui va influencer les pratiques des individus au quotidien et va du coup faire un domaine de prédisposition. Tout cela est intériorisé très inconsciemment et va totalement diriger votre vie. L'habitus, ça fonctionne comment? C'est en fait la base. Vous êtes éduqué par votre famille, vous êtes éduqué par les valeurs familiales, vous êtes éduqué par l'école, le type d'école que vous fréquentez, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, également par le corps, votre façon de vous mouvoir, votre façon de parler aussi.
votre langage verbal et non verbal. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est un ensemble homogène. Un ensemble homogène avec des valeurs similaires, des vêtements similaires. Regardez-vous. Vous avez tous des polos, globalement. Vous êtes tous habillés à peu près pareil. Et en fait, c'est ça ce qui se passe. L'habitus, c'est quoi? C'est une trajectoire que vous n'avez pas forcément, enfin, dont vous n'avez pas forcément conscience, mais en fait, le résultat est le même. Globalement, vous partez à peu près du même point de départ et vous atterrissez au même point d'arrivée. Vous allez partager ce qui s'appelle du coup un groupe majoritaire qui devient décisionnaire et devient biaisé par sa propre culture, ce qui est tout à fait normal. Cependant, quand on veut du coup intégrer, inclure des femmes, vous vous doutez bien que ça devient plus compliqué. Ce qui se passe sur cette dynamique de groupe majoritaire, eh bien, il y a forcément des biais de confirmation. C'est-à-dire que vous êtes dans votre groupe, donc voilà, vous avez envie de confirmer ce qui se passe autour de vous. C'est normal, c'est une pensée survivaliste. Il y a aussi l'effet de halo qui va s'appliquer au groupe majoritaire que vous composez. Et ça, encore une fois, je vous en parle là, vous, mais c'est valable pour n'importe quel type de groupe en réalité. Vous allez être dans la réassurance de votre première impression. Et aussi, ce qu'on va définir en management, le biais de sympathie et le biais d'antipathie. Votre groupe va décider d'exclure ou d'inclure des gens parce qu'ils vous semblent sympathiques ou totalement antipathiques. Et encore une fois, c'est une dynamique qui est normale. Le groupe majoritaire, cependant, que vous incarnez aujourd'hui, met toujours en place un statu quo. Alors, qu'est-ce que c'est le statu quo? Le statu quo, c'est, au sens sociologique, il fait référence à l'état actuel des choses, ce qui ne va pas être changé, ce qui est inscrit dans le temps. C'est la structure sociale et ou les valeurs de cette structure sociale. Moi, ce dont je me suis rendu compte, les phrases que j'ai le plus entendues résultant du statu quo, à la fois dans la ligne éditoriale que j'ai rédigée ou tout simplement dans les différents articles et autres interviews que j'ai menées, et peut-être que vous l'avez déjà pensé, c'est « j'ai rien contre le féminisme, mais les femmes se plaignent beaucoup, non? Elles sont pas un peu hystériques ?» Bon, voilà, ça arrive. Est-ce que vous l'avez déjà pensé? Et il n'y a pas de mal à l'avoir déjà pensé, en vrai. Non, personne. Vous êtes extraordinaire. D'ailleurs, je tiens à dire que je ne vise pas que les hommes. Les femmes sont sensibles à ça, dans une pensée de survivalisme. Elles peuvent intégrer des schémas patriarcaux. Toujours pas, d'accord. Bon, j'ai du mal avec les femmes qui ne sont pas, fill the blank. Alors oui, souvent, l'habitus va générer aussi des rôles présupposés par genre. On va attendre des garçons qu'ils sont forts. On va attendre des garçons qui soient techniquement bons. On va attendre des garçons qu'ils soient dans le leadership. Dès qu'une femme va se retrouver dans ces qualités-là, ça va vous sembler bizarre, de prime abord. Ce n'est pas quelque chose de naturel parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Donc, j'ai du mal avec les femmes souvent qui ne sont pas douces, qui ne sont pas patientes, qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas polies. Pareil, un autre domaine d'affectation, des qualités présupposées par l'habitus. Ensuite, comparaison aussi, parfois ça arrive. Mais pourquoi allez, Gisèle est moins performante que Annick? Eh oui, comparaison de femme à femme. Ça arrive malheureusement. Mais visiblement, bon, vous n'avez pas l'air d'avoir un habitus très fort, je n'ai pas tout compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que nous dit une étude qui a été menée par Ipsos en 2021 pendant plusieurs mois, c'est-à-dire de mars à octobre, qui s'appelle « What is holding back women in tech ?» c'est que sur 100% des freins de progression dans la tech, 30% d'entre eux résultent des biais d'oppression de groupe et des biais sexistes. C'est vous dire à quel point le poids ressenti par les femmes dans leur progression est très très fort quand il est confronté à cet habitus dont je vous parle. Encore une fois, ce n'est pas véritablement de votre faute, c'est la société qui fait ça. L'idée, on va retourner sur le statu quo du groupe majoritaire. Alors oui, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a que deux dynamiques possibles. Ce groupe majoritaire va soit inclure, soit exclure. S'il n'est pas inclusif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que vous allez vous prendre en face une opposition, ce qui se passe actuellement, la femtech, la libération de parole des femmes, voire la révolution. La révolution, pourquoi? Eh bien, écoutez, déjà, qu'elle soit douce ou rude, eh bien, on va la vivre.
Je pense que vous avez dû certainement remarquer l'été dernier une espèce de mouvance qui s'appelait le wokisme. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de définir. En réalité, c'est juste la reconnaissance de l'inclusion au sens premier du terme, et c'est en soi une révolution. Pourquoi ça fait autant de bruit? Pourquoi ça a fait autant de bruit, le wokisme? De quoi? Parce que ça gêne. Oui, bah ça vient titiller notamment l'habitus dont je vous parle. Ça vient titiller le groupe majoritaire, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a envie de changer. Ou pas. Mais le plus important là, c'est qu'on est dans une dynamique d'inclusion. C'est partout, c'est dans tout le jargon pro. On est d'accord? Tout le monde a envie de se dire bienveillant, tout le monde a envie de se dire inclusif, tout le monde se dit pour la diversité, et où sont ces trois valeurs-là? Où sont-elles? Elles servent à quoi? Uniquement votre marque employeur? Non, on parle vraiment de la vie des gens. Et donc le wokisme, c'est aussi ça, c'est toute cette espèce de petit charabia étrange. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'en fait, si vous voulez mener ces valeurs dont on parle tout le temps, le recrutement adore parler de ça, eh bien, il va falloir changer. Mais c'est normal, votre habitus va être titillé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire face à une résistance au changement. Et tout changement est compliqué. Prenez un exemple de votre vie, même privée. Tout changement est compliqué. Mais c'est normal. C'est normal. On est ancré dans des habitudes. On a envie de rester dans le statu quo. Et pourtant, il y a une nécessité de changement pour l'inclusion. Le rapport le plus simple que j'ai pu faire, c'est un rapport lié à la courbe du deuil. Déjà, les attitudes face au changement. Normalement, en toute logique, à chaque fois c'est ça, vous avez 15% de réfractaires, quasi impossible à convaincre. Alors eux, ils veulent absolument pas entendre, on ne veut pas, les choses avant c'était bien, c'est compliqué le changement, on ne peut pas changer, c'est difficile. Bon, eux, on va essayer de les convertir, mais petit à petit. Voilà. 70% de personnes neutres, relativement agnostiques. Bon, alors ils sont en réflexion sur le camp à choisir. Vais-je changer? Vais-je bousculer mon statu quo? Vais-je comprendre mon habitus? Vais-je comprendre mes biais cognitifs pour permettre une inclusion meilleure? Ils sont en réflexion. Et autrement, après, il y a toujours 15% de partants. Vous pouvez même appliquer ça, je sais pas, vous partez en vacances en groupe, vous allez retrouver exactement la même dynamique. Donc 15% de partants sont prêts à se lancer dès que possible. Alors eux, ils sont géniaux. Ils sont géniaux, ils sont déjà très avancés. Alors le seul truc, c'est qu'on va quand même s'intéresser aux 70%. Vous imaginez, c'est énorme. Est-ce que vous estimez que vous êtes un allié à l'inclusion des femmes dans votre entreprise actuellement? Levez la main si vous vous sentez comme ça. Mais vous êtes incroyable, vous êtes beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû changer beaucoup de choses chez vous pour être dans ce schéma-là que je vous ai dit précédemment, d'inclusion? Vous avez changé beaucoup de choses chez vous, vous êtes remis beaucoup en question ou pas? Vous pouvez lever la main, juste que je sache à peu près en termes de proportion. Oui, il y a quasiment la moitié de moins. J'ai l'impression que vous faites partie des 15% du coup. C'est sur vous qu'on doit compter en entreprise, en fait. C'est sur vous, vous êtes les vecteurs du changement, vous êtes les alliés les plus actifs. Pourquoi je vous en parle? Parce que les 70% sont hyper intéressants. C'est eux qui vont vivre la courbe du deuil avec beaucoup de violence, en fait. Je dis courbe du deuil parce que ça a été signifié comme ça, mais on pourrait appeler ça la courbe du changement. Ce qui est important, en fait, c'est surtout de comprendre que vous allez devoir passer par toutes les étapes si vous faites partie des 70%. Alors oui, déjà, première étape, le choc. Quoi? Les femmes dans la tech, elles vivent mal leurs conditions de femmes? Oui, ça arrive bien souvent. Donc, il y a le déni. Puis il y a la colère aussi, face à un mouvement féministe, face à des réalités qui sont soulevées. Parce que vous ne pensez pas que ça existe. Mais en fait, si, ça existe, et on vous en fait part. Et vous êtes en train de marchander, vous dites, mais non, mais c'est pas vrai, en fait, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et en fait, si, ça existe et c'est dur. Vous vous rendez compte à quel point c'est violent d'être une femme, maman, solo,
qui vit du racisme, qui vit le poids de son orientation sexuelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en effet, c'est dur. Ce qui se passe, c'est que vous êtes passé de la phase d'information, et là, les alliés, c'est à vous d'y aller. Là, vous voyez, on est vraiment sur la phase descendante, c'est à vous de guider. Les femmes et les hommes qui se sentent alliés à la cause des femmes dans la tech, guider les 70% neutres ou agnostiques qui sont en train de réaliser qu'il se passe des choses. C'est la seule conduite du changement possible, en fait. À partir de ce moment-là, vous allez accepter les faits et vous allez être remobilisés. Encouragez-les, les alliés. Encouragez-les. C'est hyper important. Même moi, par exemple, quand je mène des actions comme ça sur Twitter, la pédagogie, toujours. Parfois, c'est dur, je vous assure que c'est dur. Mais faites toujours preuve de pédagogie. Sans ça, vous ne serez jamais sur la montagne de l'engagement et la reconnaissance des faits, et vous ne serez pas dans l'action. Est-ce que vous avez déjà mené un changement comme ça auprès d'un ou d'une collègue qui était vraiment ancré dans son habitus et dans son statu quo? Vous pouvez lever la main. Vous l'avez déjà vécu? Ok. Ah ouais, ça a drastiquement baissé. Il y a des gens qui ont quand même levé la main tout du long. On peut les applaudir parce que vraiment, c'est pas évident d'avoir ce rôle-là. Voilà, vous êtes officiellement des alliés incroyables. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait partie des 70%? Souvent, en fait, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas les faire. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Souvent, ce qu'on se dit, et peut-être l'avez-vous déjà dit, c'est « je veux aider, mais je ne sais pas par où commencer ». Je veux aider, mais je me sens éloignée de la cause. Je veux aider, mais je ne me sens pas légitime. Comment je fais quand je suis un homme favorisé? Comment je fais? Ensuite, il y a aussi cette chose-là qui est, on veut mettre en place des actions, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Quels sont les KPIs? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le type d'action qu'on met en place? Et aussi, parfois, c'est on a besoin de rôle modèle, mais vu qu'on n'a personne, on fait comment? Alors oui, je comprends, parce qu'en effet, il y a très peu de femmes qui sont en train d'arriver dans la tech. En tout et pour tout, c'est 30%, le nombre de femmes, tous métiers confondus. C'est très peu. C'est pour ça qu'on va s'accrocher. Je vais vous expliquer comment on fait pour attirer les femmes dans ce secteur fabuleux qui est le nôtre. Alors, attirer les femmes dans vos équipes, comment on fait? Déjà, dites-vous bien que 52%, toujours sur la même étude qui est donc What is holding back women in tech, 52% des femmes pensent que leur genre ou leur expression de genre est un problème ou sera un problème dans leur carrière. C'est-à-dire que les rôles présupposés des femmes, donc juste en étant une femme, ou alors une maman en devenir, une femme qui va vivre plusieurs problématiques liées à sa féminité, tout ça, ça rentre dans un champ de construction mentale qui est à se dire « je suis femme et je vais avoir des problèmes, en fait. Je sais qu'à un moment donné, ça va coincer. Je ne sais pas comment ma carrière va s'avancer. » Aussi, légitimité hyper importante. Ça, c'est des chiffres que vous devez absolument retenir. Alors, la légitimité ressentie à postuler. Quand on est une femme, on estime qu'il faudrait avoir au minimum 90% des compétences pour postuler. Et je dis postuler, mais ça peut être aussi demander une augmentation, ça peut être avoir une augmentation de poste, tandis que les hommes, mentalement, se contenteraient d'avoir 60% des compétences au minimum pour se sentir légitimes à postuler, demander une augmentation de salaire, une augmentation de poste. Ça vous choque ou pas? Enfin, est-ce que, en tant que femme, les femmes, est-ce que vous avez besoin de vous sentir extrêmement safe et secure quand vous voulez évoluer? Levez la main si vous êtes dans ce cas-là. Mesdames, oui. Oui, la salle le dit, hein. La salle le dit d'elle-même. Bon. Et messieurs, est-ce que vous vous sentez forcément obligés d'avoir tout ce seuil de compétences pour vous dire « allez, j'ose, allez, j'y vais ». Ok. Non, mais c'est très intéressant de remarquer à quel point la force de l'habitus subsiste. Je vous ai dit dès le départ, la force masculine, le manque de fragilité masculine, du coup, enfin masculin, le leadership, toutes ces compétences, ces qualités intrinsèques qui nous guident dès le départ, ont une puissance phénoménale. Donc c'est pour ça, n'attendez pas des femmes qu'elles soient dans des rôles présupposés, vraiment, n'attendez pas qu'elles soient douces. Permettez-leur
d'être parfois agressive, d'être parfois assertive, de savoir ce qu'elles veulent, d'être dominante et d'être totalement hors sujet de ce que vous avez comme idée de préconception chez les femmes. Soyez proactifs pour attirer les femmes. Si vous êtes au stade pionnier, clairement, allez chercher les femmes, même en formation. Je suis hyper sérieuse. Allez les chercher en formation. On dit tout le temps, ouais, mais il manque des femmes. Alors j'entends qu'il y a peut-être peu de femmes dans les formations, mais dans ces cas-là, on remonte encore plus haut. Faites de l'évangélisation dans les écoles. C'est génial, il y a tellement d'instances maintenant qui sont en train de se créer et qui existent déjà même depuis quelques années. Faites des partenariats. Augmentez votre marque employeur comme ça. Allez les chercher en formation, vraiment. Renseignez-vous aussi sur ce qu'est la mixité et la diversité. C'est hyper important. Aussi, ne jugez pas la provenance des profils féminins, souvent reconvertis. Ça, je vous le dis parce que j'ai passé plusieurs visios avec un grand nombre de femmes en reconversion qui m'ont dit que c'était très compliqué parce que le côté junior, parce que maman solo, parce que femme racisée, parce que femme LGBT, parce que femme handicapée, c'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, accompagnez-les. Ensuite, vous pouvez les attirer avec des actions réelles et surtout sur du long terme. Féminisez vos titres de poste. Alors, j'ai essayé de mener une petite enquête rapide sur Twitter. Malheureusement, ça a été... comment dire, les résultats ont été faussés parce que des hommes ont répondu alors que j'avais écrit mesdames. Donc je ne pourrais pas vous faire remonter les chiffres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les femmes utilisent développeuse. Sur LinkedIn, elles utilisent développeuse. Voilà. Vous pouvez rechercher développeuse. C'est tout à fait possible. Et quand vous faites des recherches ou des titres de poste et des titres d'annonce, mettez développeur, mais pensez aussi aux femmes. Ensuite, promettez du concret, et ça c'est hyper important. Pareil, évitez la langue de bois et évitez l'hypothétique. Dans votre annonce, c'est hyper important. Mettez ce que vous faites vraiment, en fait. Ça sert vraiment à rien parce que la déception est énorme derrière chez les femmes. Mettez en avant de manière automatique les actions concrètes que vous faites sur la rétention des femmes dans vos équipes. Là, je vais vous passer après ce qu'on peut faire en termes de rétention, mais par exemple du mentorat, écrivez-le. Vraiment faites témoignage, même en tant qu'homme. Expliquez via des posts LinkedIn, via Twitter, ce que vous faites. Tout le temps, parasitez au niveau des réseaux sociaux. C'est hyper important. Il y a une attente réelle là-dessus. Mettez en avant les témoignages de femmes qui montent en compétences chez vous. Parce que souvent, oui, alors surtout sur le nouveau public qui arrive, je ne dis pas issu d'écoles d'ingénieurs, mais le nouveau public a besoin de comprendre, voilà, ces femmes-là ont besoin de comprendre qu'elles vont être accompagnées. Et c'est aussi pourquoi je vous dis que en fait, votre style de management et votre process de recrutement doit être totalement transparent. Pareil, évitez surtout de comparer les femmes entre elles. Pas de concours de... Voilà. Évitez, vraiment. Parce qu'on le fait déjà toute seule, en fait. Parce qu'en tant que femme, on est tout le temps en compétence avec les autres, en concurrence avec les autres femmes. Et on aimerait juste pour une fois être considérées par nos compétences. C'est hyper important. Est-ce que, mesdames, vous êtes déjà senties en concurrence avec une collègue ou une femme, en général? Ok. Oui. Vous êtes timide, mais il y en a qui ont levé la main. Donc c'est intéressant de se rendre compte à quel point c'est dur, en fait. Est-ce que cette concurrence, vous l'avez vécue parce que vous étiez en insécurité avec le fait d'être une femme? Levez la main si c'est le cas. Ok. Hyper intéressant. Aussi, du coup, messieurs, évitez de vous autoproclamer alliés ou bienveillants. Attendez qu'on vous l'assigne. C'est hyper... Ça venait du cœur, je suis ravie. Oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on est un peu... comment dirais-je? On se sent légèrement arnaqué, en fait, quand on se rend compte que c'est très compliqué de se retrouver avec des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes sur le fil des actions au long terme. Et surtout, évitez de tout ramener à vous pendant un entretien. Intéressez-vous réellement à votre candidate. Retenir les femmes dans vos équipes. Il n'y a pas 20 000 solutions, surtout vu le niveau d'intersection. Je vous disais femmes, handicapées, noires, racisées, etc. Créer une culture safe, mais vraiment, et incarner cette culture. Discuter avec ouverture d'esprit. Posez des questions d'abord. Cessez d'être... Bon, il y a quelques femmes comme ça, mais c'est surtout masculin apparemment, dans ce que j'ai récolté comme info. Cessez d'être tout le temps dans le débat et de remettre tout le temps à niveau ce que dit une femme en face de vous. C'est très compliqué à vivre pour les femmes, en fait.
parce que du coup, ça met une posture sachant, sachante, ignorant, ignorante. Évitez les phrases « je te l'avais bien dit ». À ta place, moi j'aurais fait ça. En fait, il est temps que tu... Bref, tout ce qui est phrases méprisantes, évitez. Même si vous n'avez pas l'impression que ça l'est, je vous assure que les femmes le ressentent comme ça, c'est très compliqué. 2 femmes sur 3 se sentent découragées parce que voilà, vous n'êtes pas alliés et alliés. Madame réagit tout à l'heure. Et ça, c'est aussi un chiffre que vous devez garder en tête. Soyez clairs, s'il vous plaît, dans vos équipes. Parlez-en à vos managers ou faites-le, hein, enfin, peu importe, mais soyez clairs sur la transparence salariale. Vraiment, soyez transparents sur la grille salariale. C'est plus possible, en fait, de vivre dans le brouillard comme ça. D'ailleurs, mettez aussi de la transparence sur les évolutions de poste, avec un système juste. À tout à chacun, on peut changer le système, hein, même si ça paraît peut-être utopique. Je vous assure que ça ne l'est pas. Et mettez aussi des moments de convivialité qui ne misent pas uniquement sur la broculture. Quand je dis ça, c'est... J'aime bien, il y a beaucoup de débats, j'ai l'impression. La broculture, oui, parce qu'en fait, bière, pizza, foot, baby-foot, ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais ça peut ne pas s'appliquer à différents types de femmes. Imaginez une femme musulmane qui intègre votre boîte, c'est un peu moyen. Ensuite, agissez pour la parole libérée et prenez des retours constructifs. Comment on fait? On minimise les interruptions pendant les prises de parole. Ce qu'on appelle le mansplaining. Et voilà. Évitez juste de le faire. Et écoutez les besoins de vos employés et accommodez-les. Vraiment. D'ailleurs, offrez des ressources sans juger. Ça, je suis hyper sérieuse. C'est-à-dire que la parentalité, offrir des solutions de garde, par exemple, c'est quelque chose qui peut vraiment améliorer le quotidien des femmes. Le cycle menstruel, je ne vous apprends rien, mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer sur beaucoup de femmes. Voilà. Quand on sait que c'est un point de précarité parfois chez certaines femmes, n'hésitez pas à le mettre en place. Je sais qu'à Chaudot, ils l'ont fait. Aussi, si vous pouvez mettre de l'assistance psychologique et des mutuelles de qualité, c'est bien. Et aussi, si vous pouvez vous adapter à l'emploi du temps des femmes et des mamans surtout des mamans, c'est bien. Alors 67% des femmes pensent que le mentorat interne est un motif d'attraction et de rétention. Ça, encore une fois, c'est la même étude qui le dit, et c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait mettre en place. En gros, encouragez les femmes de vos équipes à prendre la parole. Investissez financièrement aussi dans leurs actions d'empouvoirment. Typiquement, si on me paye aujourd'hui pour faire des conférences, si on me paye mes déplacements, j'ai plus de facilité à faire porter ma voix, tandis que si je n'ai pas du tout ça, en fait, je reste dans l'ombre. Aussi, si vous pouvez les aider à devenir des rôles modèles, vraiment, parce qu'elles sont compétentes, et pas parce que c'est la femme de service. Et je dis ça parce que c'est tellement quelque chose qui est vu, malheureusement. La femme racisée de service, la femme handicapée de service. C'est très dur à vivre. Et donc oui, si les femmes ne sont pas satisfaites, sachez que les chiffres récents, qui viennent de l'étude DECI, prouvent qu'en fait, une femme sur 5 songe déjà à quitter son poste. Donc elle songe à quitter son poste, elle songe à quitter sa boîte et à aller vers un métier corollaire. Elle va aller dans quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire du care ou alors du produit. Elle songe aussi parfois à monter son auto-entreprise ou à changer de poste. Elle songe à monter sa start-up, davantage féminine, si elle le peut. Les enjeux éco-sociaux de ces femmes qui vont commencer à migrer. Dites-vous que 5% des start-up françaises ont été financées. 5% des start-up françaises ont été fondées par des équipes totalement féminines et ont été financées, uniquement 5%. Et là, quand il y a un cofondateur et une cofondatrice, ils obtiennent 3 fois plus de financement que les équipes uniquement féminines. Et là, ça s'aggrave quand les femmes, du coup, sont racisées ou LGBT, elles ont plus de chances d'aller vers des communautés et de créer leur propre communauté. Vous pouvez en trouver sur Twitter, il y a Motiver, il y en a plein. Et du coup, ce sont pour elles des lieux de sororité, des lieux d'adelphité, bref, des safe places. Alors, ce qu'il faut retenir pour l'inclusion,
Eh bien, c'est que la diversité, c'est un élément indispensable. Vraiment. L'inclusion, elle fait en sorte que tout le monde se sente bienvenu sur du long terme et totalement inclus. Et ça donne envie de partager son expérience. La diversité et l'inclusion, à quoi ça sert? Ça sert à augmenter la productivité. Ça sert aussi à augmenter la satisfaction globale de vos effectifs. L'inclusion, c'est aussi la lutte contre les préjugés dont je vous parlais, le statu quo, l'habitus, et aussi assurer la diversité. C'est un effort commun. Et en fait, du moment où vous comprenez que vos propres privilèges ne jouissent pas à tout le monde, vous pouvez accepter le changement et vous pouvez tout à fait attirer et retenir les femmes dans vos équipes. J'ai envie que vous pensiez, là, à une femme de votre entourage, une collègue, une apprenante, peut-être votre fille, peut-être votre femme, peut-être votre sœur, quelqu'un de votre famille. Et j'ai envie que vous pensiez à la dernière fois où elle vous a demandé de l'aide et comment vous l'avez aidée. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'aider? Et j'ai aussi envie de parler des rôles modèles pour clôturer ce talk. Et c'est hyper important, on parle tout le temps d'Ada Lovelace, mais en fait, il y a tellement d'ingénieurs qui ont été oubliés. Tellement. J'ai fait un petit travail de recherche, et autant vous dire que la diversité, elle existe en fait. La diversité, elle est là. Vous voyez à quel point toutes ces femmes, on ne les connaît pas forcément. On connaît beaucoup d'hommes, mais ces femmes méritent d'être reconnues. Si vous en parlez, si vous créez en fait de la représentation, les femmes auront un peu plus l'impression de s'approprier l'histoire de la tech et l'histoire des sciences. Et ça commence par vos petites filles aussi. Vraiment. Alors du coup, pour clôturer tout ça, si vous voulez applaudir, on peut applaudir Melba Roy Mouton. On peut applaudir Marion Crock. On peut applaudir Eddie Lamar. On peut applaudir Marsha Rowe Williams, Katherine Johnson, Grace Hopper, Mary Kenneth Keller, Padramose Warrior, Anita Borg, Suzanne Corey, Mary Jackson, Dorothy Vaughan, Mon Aljamna, Mingzhu. Mais écoutez, c'est tout pour moi. En tout cas, j'ai envie de vous dire merci de m'avoir écouté. Et puis, c'est à vous de jouer.